merci beaucoup à Maktar et Amadou de nous accorder cette chance-là de vous avoir ce soir. Euh, Maktar ne m'avait pas prévenu, sinon j'aurais mis un boubou là, parce qu'il est très très beau là. Je ne savais pas, il m'a rien dit. Le professeur ne m'avait pas dit de mettre une cravate, donc voilà, je restais sur une tenue un peu simple. En tout cas, merci beaucoup. On connaît vos agendas et surtout, professeur Maktar, on voit que vous êtes très occupé. Merci de nous accorder du temps. On voit qu'il y a des connexions de partout, donc moi je suis très heureux là de voir les gens connectés de France, des États-Unis, la Gambie, au Maroc. On a des gens du Canada, de partout. Voilà. Donc, il faut savoir, c'est une première hein, pour Espace Diapo. Normalement, on devait être à la Défense en train de manger des très, très bons plats dans une salle, mais malheureusement, la pandémie nous a obligés à innover. Donc, c'est vraiment la première fois. Donc, vous serez dans l'histoire les premiers invités de ce premier webinaire, là, Espace Diapo. Donc, ça va marquer l'histoire. Donc voilà, alors le fil rouge, là, comment ça va se passer cette soirée et merci également aux personnes qui se sont connectées. Donc en fait, Maïmouna va présenter Espace Diapo, ça tombe bien parce que j'aperçois des membres fondateurs, c'est vraiment super. Donc Maïmouna va vous présenter Espace Diapo pour ceux qui ne le connaissent pas et puis Mohamed va rappeler un petit peu, va présenter les invités et puis après on va rentrer dans un débat qui est vraiment d'actualité, hein, surtout... Enfin, quand on a préparé cet événement, on ne pensait pas que ce serait autant une actualité aujourd'hui. Hein. On a appris ce matin que le président Macron était positif. On voit un peu ce qui se passe aussi. Donc, voilà. Donc, on est vraiment au milieu du sujet. On va rentrer dans un échange où on va vous poser quelques questions. Donc, l'idée, là, c'est vraiment, avec votre expertise, que vous puissiez éclairer la diaspora. Voilà. Maïmouna, je te laisse la parole. Merci beaucoup, cher. Donc, bonsoir à tous et bienvenue donc, sur le premier forum virtuel, comme vous l'a expliqué, cher. Ça va couper, voilà. Comme vous l'a expliqué, cher, le premier forum virtuel Espace Diapo. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas bien Espace Diapo, je vais vous faire une brève présentation. Donc, Espace Diapo est un réseau à visée exclusivement professionnelle, indépendant de tout regroupement politique, religieux ou basé sur quelque appartenance que ce soit. Alors, le but et la mission d'Espace Diapo est de favoriser l'intégration et la réussite de tous les professionnels et étudiants sénégalais en France par la promotion de l'excellence et des liens de solidarité entre les membres du groupe. Donc, le credo, l'essence même d'Espace Diapo, c'est Diapo, Diapante, Diapalante. Donc, pour accomplir cette mission, Espace Diapo organise 3 grandes rencontres chaque année. Tout d'abord, le forum annuel, qui a lieu en présentiel chaque année en décembre et que vous allez suivre aujourd'hui à distance, crise Covid oblige. Deuxièmement, le forum networking, qui est une occasion vraiment unique pour les membres du réseau de partager leurs réflexions et leurs expériences dans un cadre convivial propice au networking. Il se tient chaque année au mois de juin, sous le même format que le forum annuel, mais avec un peu plus de temps alloué au networking. Enfin, il y a le forum étudiant qui est organisé avec et par des associations d'étudiants sénégalais et qui offre à ces étudiants l'opportunité d'un dialogue direct avec les professionnels pour nourrir leurs réflexions et leurs ambitions en termes d'orientation professionnelle et de choix de carrière. Alors, en parallèle de ces 3 événements, Espace Diapo organise également des after-work tout au long de l'année. En tout cas, cette année, ça a été compliqué, mais en général, c'est ce que nous faisons. Et c'est l'occasion de se retrouver dans des différents lieux à Paris. Et c'est l'occasion d'échanger et de partager nos expériences dans un cadre beaucoup plus décontracté et festif. Alors, nous avons reçu durant toutes ces années d'importantes personnalités que vous pourrez voir sur la slide qui s'affiche. Qui ont été vraiment l'occasion d'avoir des échanges vraiment très, très fructueux. Actuellement, cette année, c'est les 15 ans d'Espace Diapo. Nous avions prévu de faire une magnifique fête à la Défense ou dans un autre lieu, mais bon, on n'a pas pu le faire, mais ce n'est que partie remise. On espère vraiment pouvoir le faire l'année prochaine. Ce ne sera plus les 15 ans, mais les 16 ans. Pour en savoir plus sur Espace Diapo, n'hésitez pas à visiter notre site internet, ou le site internet d'Espace Diapo, qui est espacediapo.com, à vous abonner à la page LinkedIn et sur le mur Instagram. Nous vous enverrons les liens tout de suite dans le chat. Et puis, bien sûr, vous pourrez récupérer ces présentations à la fin de ce forum virtuel.
Vous pouvez poser toutes vos questions, comme vous a dit Cher tout à l'heure, au fil de l'eau. Il les posera à nos invités qui répondront à la fin de l'interview. Donc, nous vous souhaitons encore vraiment la bienvenue. Nous espérons que vous passerez un bon moment à notre compagnie et que vous apprendrez plein de choses et que ça va aussi un peu, voilà, toutes les questions qu'on se pose par rapport à ce Covid, la situation au Sénégal et pour nous, les ressortissants en France, que vous aurez vos réponses. Excellente soirée et à très vite. C'est parfait. Donc, Cher, je te passe le flambeau. Mais avant, on va voilà, laisser Mohamed. Mohamed, voilà, donc avant, il y a Mohamed qui va faire une présentation justement de nos invités, un chapitre introductif avant, on va dire, avant le plan principal. Mohamed, ton micro, voilà, excellent. C'est bon? Oui, c'est parfait. Merci, Cher, merci Henri. Bonjour à tout le monde. Donc, je vais vous présenter effectivement le parcours de nos deux invités de ce soir que vous connaissez certainement. Notre premier invité, Dr Amadou Sall, est virologue et titulaire d'un doctorat en santé publique de l'Université Pierre et Marie Curie à Paris. Il a fait ses études supérieures en sciences de la vie dans les universités Paul Sabatier de Toulouse, Paris-Orsay et Pierre et Marie Curie. Ensuite, il a commencé sa formation scientifique à l'Institut de virologie et de microbiologie à l'Institut Pasteur de Paris avant de poursuivre effectivement à travers plusieurs séjours dans plusieurs institutions scientifiques telles que l'Institut de virologie et de microbiologie de l'environnement d'Oxford, le Centre de recherche sur les maladies tropicales de l'Université de Texas, la faculté de médecine Albert Einstein de la Yeshiva University à New York. De 2002 à 2004, le Dr Sall a travaillé à l'Institut Pasteur Cambodge comme chef du laboratoire sur les hépatites virales. En 2010 et 2011, il a travaillé en tant que chercheur invité à la Columbia University à New York. Dr Sall est administrateur général de l'Institut Pasteur de Dakar depuis le 1er septembre 2016. Il est un expert en matière d'épidémie et de sécurité sanitaire mondiale. Depuis 2013, Dr Sall est membre du conseil d'administration du Réseau mondial d'alerte et réponse aux épidémies de l'OMS et il en a assuré la présidence de 2016 à 2018. Depuis 2018, il siège dans le comité technique et stratégique sur les risques infectieux qui conseille le directeur général adjoint de l'OMS chargé des urgences sanitaires. Notre deuxième invité, Martar Silla, est le président et directeur général de MS Consulting et Label Media Plus. Docteur S-Sciences et juriste à 25 ans, universitaire spécialiste de littérature et de civilisation anglaise. Il a été chargé de cours de lettres à l'Université de Dakar de 1982 à 1992, Master Pro sur le droit de la régulation de 2007 à 2009, au Master Management International des médias à l'Université supérieure du journalisme de Lille. M. Martar Silla est expert consultant international et chef d'entreprise. Il cumule 38 années d'expérience professionnelle publique et privée, nationale et internationale, dans le domaine des médias, des nouvelles technologies et de la stratégie. En 2009, il s'établit au Gabon où il dirige Africa Communication et Conseil et Performance Group. Il crée MS Consulting, éditeur de chaînes dont Label Radio et Label TV. En décembre 2019, il obtient le trophée du meilleur manager homme d'Afrique. Martar Silla a été président de l'Union des radiodiffusions et télévisions nationales d'Afrique, président de l'Association privée des producteurs et télévisions d'Afrique, membre du conseil d'administration de l'Institut Panos, président du conseil d'administration de West Africa Democracy Radio, et il est membre depuis mars 2019 du comité exécutif de l'Union africaine de radiodiffusion où il représente le secteur privé continental. Vous l'aurez compris, nos deux invités de ce soir font partie de ces leaders que nous aimons accueillir à Espace Diapo pour nous inviter, pour nous inspirer et nous enrichir. Donc, merci beaucoup à vous deux, professeur Sall et Martar Silla, d'être avec nous. Merci à vous. Merci. Donc, encore une fois, avant de laisser la parole à Cher pour des questions de procédure, merci de couper vos micros. Et si vous souhaitez poser des questions au cours de la conférence, merci de les poser
sur le chat et nous les retranscrirons lorsque ce sera le moment. Merci encore et bonne conférence. Cher, c'est à toi. Merci Henri. Moi, quand j'entends des parcours comme ça, je dis quand même que ça calme bien, quoi. Bravo. C'est comme ça qu'on dit chez moi. Donc, en fait, on va démarrer. Alors, la première question, en fait, que nous, la diaspora, on souhaite vous poser déjà en introduction, c'est la situation du Covid aujourd'hui en Afrique. Comment vous pouvez expliquer la situation du Covid en Afrique comparée à ce qui se passe dans le monde? Donc, je ne sais pas qui veut démarrer. Je vous laisse le choix. Ben, je vais essayer d'utiliser le droit d'Ernest, d'abord pour vous remercier tous, diapo qu'on a présenté. J'y reviendrai peut-être dans la dernière partie de cette émission. Mais surtout pour dire que pour moi, c'est un honneur incommensurable de partager cette rencontre avec le professeur Amadou Sall, que je connais à travers la veille éditoriale que j'assure quotidiennement pour mes médias, mais à travers également mes multiples tests Covid à chaque départ du Sénégal, ou avec une organisation que je n'ai pas vue ailleurs, vraiment qui force la fierté, et que je connais aussi par réputation. Et qui, comme je l'ai dit, donc force, respect et estime. Et je pense qu'il est important, au-delà de sa personne, mais pour vous tous, de reconnaître les mérites des gens au moment où les acteurs agissent et font des résultats au service de nos communautés et de nos nations. Le thème global d'aujourd'hui, mobiliser les ressources de la résilience, me pousse à avoir peut-être 3 types de commentaires. D'abord, c'est une invitation à l'action collective, à l'unification des forces et des parties prenantes, en Afrique d'abord, comme vous l'avez précisé, parce que vous ne vous limitez pas au Sénégal, même si vous êtes une association diapo au Sénégal. C'est le rassemblement, comme une armée. Les gens ont parlé de guerre, qui se prépare, qui va en guerre, et plus globalement, qui forment des équipes qui sont prêtes à agir face à une crise. La deuxième réflexion, c'est qu'il y a un dynamisme, une responsabilité en termes de prise en charge de situations complexes, d'efforts, de mouvements, à l'image de cet organe qui est le ressort dont vous parlez, avec agilité, souplesse, capacité d'adaptation et élan. Mais également, on parle de post-Covid, donc l'espoir de s'en sortir, de redémarrer, de redécoller. Il est clair que le monde en 2020 vit et a vécu et continue de vivre un traumatisme réel avec la pandémie, avec son cortège de désagréments, ses conséquences sanitaires, psychologiques, sociales, économiques, le bouleversement des certitudes et des habitudes. Tous, indépendamment de toute considération, sont affectés d'une manière ou d'une autre. L'actualité de ce jour, dans le pays où vous êtes, où le président est lui-même concerné et à qui nous souhaitons prompt rétablissement, et en est une démonstration de plus. S'agissant de la situation du Covid en Afrique, de mon point de vue, je ne suis pas dans une position aussi scientifique que le professeur Sall, dont d'ailleurs je suis le président du Fans Club que j'ai décidé de créer une autorité. Il y a un hiatus entre les prédictions et la réalité. L'hécatombe promise n'a pas eu lieu. La situation est préoccupante, certes, en Afrique du Sud, en Afrique du Nord, Maroc, Tunisie, Algérie, Égypte, mais les réactions africaines ont été surprenantes. À ce jour, dans la veille que j'ai faite aujourd'hui, à l'occasion, il y a environ 2 400 000 personnes qui ont été infectées par le nouveau coronavirus et au moins 56 600 en sont malheureusement décédés. C'est l'occasion d'avoir une pensée pieuse pour tous ceux qui sont partis de manière globale, mais pour tous ces Sénégalais illustres et d'autres anonymes qui sont partis, et tous les Africains qui aujourd'hui sont partis, depuis que le premier cas d'infection. Des batailles considérables, à mon avis, ont été gagnées. Mais la guerre continue, il ne faut pas des armes. Et de ce point de vue, je crois que le corps médical a été à l'avant-garde, sous le leadership, effectivement, des pouvoirs publics, mais je pense que l'expérience qu'ils ont cumulée, quand je parle de ils, c'est pour le professeur Sall, d'autres, c'est les ambulanciers, c'est des sages-femmes, c'est tout ce personnel. Cette expérience, souvent, quelquefois, dans le dénuement le plus total, dans des centres de santé qui n'ont de nom de centre que par le vocabulaire, ils sont arrivés véritablement à avoir ce sursaut, cette organisation,
dans un continent qui est un continent de contraste, où on a des traits de développement tout à fait poussés. Quand on va à l'Institut Pasteur, mais on est fiers, on se trouve vraiment n'importe où dans le monde, mais également des traits d'arriération quelquefois. C'est ce que les marxistes appellent le développement inégal et combiné. Donc, véritablement, je crois que c'est une combinaison de facteurs qui ont fait aujourd'hui, avec les mesures qui ont été prises très tôt, fermeture des aéroports, de couvre-feu. Le pays où je vis, comme le Gabon, depuis le début jusqu'à ce jour, il y a le couvre-feu. Aujourd'hui, le Gabon a plus de 340 000 tests, en est à 87 cas actifs. Donc, je pense que c'est une combinaison d'un ensemble de facteurs qui ont permis d'arriver à ces résultats. Donc, chapeau bas vraiment à tout le corps sanitaire et médical. Merci beaucoup, Maktar. Peut-être pour commencer par vraiment remercier Espace Diapo de me donner l'opportunité aujourd'hui de parler au Covid et surtout de retrouver pas mal de gens que je connais. Un de vos membres fondateurs, M. Momar Guissé, est un plus que frère pour moi. Et donc, on a beaucoup parlé d'Espace Diapo à l'époque ça se créait, parce qu'à l'époque, je vivais encore en France. Dire aussi tout le plaisir que j'ai et dire vraiment le privilège d'être aujourd'hui invité en même temps que Maktar Sylla, qui est une légende de la télévision sénégalaise mais africaine, et auprès de qui, justement, nous pouvons apprendre non seulement que l'érudition et l'humilité peuvent faire bon ménage, ce n'est pas toujours évident en Afrique, mais surtout à travers tout ce qu'il montre, il montre la diversité de ses talents et qu'on peut être un excellent manager, comme l'atteste l'ensemble des prix qu'il reçoit, être quelqu'un qui est un grand innovateur et en même temps avoir la possibilité, le temps d'être encore curieux de tout. Je suis toujours très impressionné par sa capacité à dire les choses et quel que soit le domaine. Et je pense que je vais m'approcher de lui parce qu'au-delà du journaliste qu'il est, c'est quelqu'un d'admirable dans ses compétences. Et je pense que nous allons réciproquement créer des fans clubs parce que moi aussi, je vais en créer un pour moi. Alors, pour revenir un peu au sujet que nous réunissons aujourd'hui, je voudrais dire justement, comme l'a si bien expliqué Maktar Sylla, aujourd'hui en Afrique, on a les chiffres qu'il a expliqués, un peu moins de 2,5 millions, beaucoup de morts, beaucoup trop. Mais ce qui peut être frappant aujourd'hui sur le plan sanitaire, un peu technique en Afrique, c'est qu'on a une grande diversité. Quand on parle de la situation en Afrique, on a des pays qui aujourd'hui sont dans une situation où l'épidémie, après avoir connu une première vague, est en train de faire une deuxième vague. C'est le cas de notre pays, le Sénégal. Il y a des pays où la première vague est déjà faite et plus dans une phase un peu décroissante, où on pense que l'épidémie est relativement contenue. Mais aussi, il y a des pays qui sont un peu entre les deux, où on est dans une phase qui n'est ni vraiment trop basse, ni trop haute. Et quelques pays pour lesquels on a quand même un certain nombre d'inquiétudes associées à beaucoup de mortalité, comme ce qui se passe en Afrique du Sud. Dans ce concert, il y a toute une série, dans cette diversité, ce qui est absolument frappant, c'est, comme l'expliquait Maktar, l'Afrique a un peu déjoué les pronostics. Caractéristique importante pour lesquelles tout le monde se pose la question pourquoi ça ne va pas plus mal alors que nous avons les systèmes de santé les plus bas au monde, alors que nous avons probablement les ressources les plus limitées au monde. Et surtout, nous avons démontré souvent que c'est chez nous que se posait le plus grand nombre de problèmes. Et que dans un contexte fragilisé déjà, le Covid qui cause un tort énorme dans les pays structurellement mieux organisés, que nous arrivions à faire face. Et ça, c'est une question qui revient tellement souvent que quand on y réfléchit, on voit quand même qu'il y a des raisons qui expliquent un peu cela. La première, c'est que l'Afrique a eu un entraînement que très peu de pays au monde et de continents ont eu en matière de gestion des épidémies. Quand on parle d'Ebola en Afrique, il y a à peu près chaque année environ 120 épidémies dans tous les pays. Et dans les pays, il faut savoir que la plupart des pays vulnérables comme la RDC, etc., sont quasiment en permanence en épidémie. Et ce que cela apporte au-delà du désagrément que ça peut faire et de la déstructuration du système, il donne une certaine capacité quand même à gérer des situations difficiles comme celle du Covid. J'étais en RDC moi-même au début du mois de janvier quand j'étais appelé par rapport au Covid pour un certain nombre de raisons pour m'occuper d'une épidémie d'Ebola. Et ce même pays est passé d'une transition de Ebola
à Covid en gardant la même organisation en termes de structure pour lutter contre les épidémies et en mobilisant un certain savoir-faire tout de suite qui a pu être capitalisé depuis Ebola. Si vous prenez 2014-2016, il y a eu une énorme épidémie au niveau de l'Afrique de l'Ouest pour Ebola qui a été l'opportunité aussi d'ajuster pas mal le système et cette expérience a été capitalisée pour le Covid. Un deuxième élément par rapport à la raison pour laquelle on peut se poser des questions comment l'Afrique tient aussi bien, c'est qu'on a bénéficié quand même d'une préparation parce que l'épidémie a fait un tel tapage au niveau du monde, a fait une telle peur qu'avec 3 mois de décalage par rapport à la Chine, la plupart des pays africains ont eu le temps de se préparer. Et comme disait Maktar, c'est vraiment l'opportunité de remercier et de rendre hommage au travail excellent qui a été fait par les pouvoirs publics, les personnels de santé au tout début de l'année pour faire une préparation qui aujourd'hui nous a permis de contenir cette épidémie et cela est important. Un point que je voudrais quand même souligner par rapport à cette diversité sur l'Afrique, où on a peut-être près de 80% des gens qui sont sortis guéris, au-delà du mérite justement du personnel médical, des mesures qui ont été prises, comme le rappelait Maktar Sylla, il est, à mon avis, important de préciser le rôle qu'a joué la presse. La presse a joué un rôle extrêmement important, soit en faisant relais d'une sensibilisation. Aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est le coronavirus, comment on se protège, les mesures barrières. Et c'est que dans plusieurs pays, la presse en a fait le débat central. Et ça, c'est très important pour faire prendre conscience de ce qui se passe et de faire agir les gens. Et donc, ce que je peux dire aujourd'hui en Afrique aussi, c'est que cette situation a été l'opportunité pour lutter d'avoir beaucoup d'innovation, de faire preuve de grande créativité et surtout de se montrer solidaires les uns les autres, de travailler ensemble pour justement résoudre et faire face à cette menace importante. Et le directeur du CDC africain dit quelque chose assez souvent qui concerne un nouvel ordre mondial en matière de santé publique. Et l'Afrique est en train de montrer qu'à travers ce que l'Afrique fait, à travers leur façon de gérer cette épidémie, nous sommes en train de créer une nouvelle règle dans la façon de gérer les épidémies et aussi de montrer que l'Afrique est capable de résilience et de résistance dans le contexte dans lequel nous a mis le Covid. Voilà peut-être un propos liminaire ce que je voulais dire sur l'Afrique et sur la situation au Covid actuellement. Si je veux préciser juste au niveau du Sénégal, nous sommes dans la phase qui est plus en croissance, cette deuxième vague, puisque aujourd'hui, alors que pendant des semaines, on va dire de juillet à début novembre, nous avons connu un nombre de cas assez bas, autour de 10 à 20 cas quotidiens. Aujourd'hui, nous avons beaucoup remonté et on frôle régulièrement les 100 voire plus de cas. Et dans cette deuxième vague, ça nous amène à une nouvelle dynamique pour ce qui concerne la prise en charge de cette épidémie, puisque bien évidemment, des réseaux qui commençaient un peu à s'essouffler ou des réseaux qui commençaient justement à réduire leur activité ont été remobilisés, que ce soit dans les traitements, que ce soit dans la mobilisation. Nous sommes donc dans cette nouvelle dynamique pour faire face et se dire que l'épidémie est entrée dans une nouvelle dynamique, mais aussi avec un nouveau contexte, avec toutes les mesures qui maintenant vont être disponibles, soit les tests rapides, les médicaments et aussi les vaccins, dont probablement on aura l'occasion de parler. Donc voilà, Cher, ce que je voudrais dire par rapport à ta première question. Super, merci professeur, très très intéressant. Est-ce que la deuxième question qu'on souhaitait vous poser, c'est on voulait avoir votre avis sur la résilience de l'Afrique, c'est-à-dire quelles sont d'après vous ces sources de résilience? Où est-ce que l'Afrique allait puiser cette résilience-là au niveau médical, économique, social? Comment vous pouvez expliquer cette résilience aujourd'hui? Alors, peut-être que si je peux me lancer pour les éléments un peu plus scientifiques qui aujourd'hui sont donnés pour expliquer cela, il y a plusieurs raisons qui ont été évoquées. La première raison est la démographie. C'est-à-dire que dans la plupart des pays qui ont connu de grosses catastrophes sur le plan de la mortalité, ces pays ont une démographie où la base de la pyramide est vraiment très étroite. Donc, une population âgée beaucoup plus importante. Et comme vous le savez, pour le Covid, l'âge est un facteur de risque. L'Afrique ayant une population largement jeune,
a, du fait de sa démographie, mieux résisté, puisque le Covid, même s'il tue des jeunes, se passe beaucoup mieux chez les jeunes que les personnes âgées. Un deuxième élément par rapport à cette résilience, je l'ai touché très rapidement, c'est l'entraînement et la capitalisation d'expériences antérieures. Et un troisième élément sur lequel il y a encore des débats, mais de plus en plus d'éléments scientifiques, il y aurait peut-être un facteur génétique qui sont liés à un certain nombre de gènes qui peuvent justement expliquer qu'en Afrique, nous soyons beaucoup moins touchés, certains gènes étant associés à de la sévérité et qu'on retrouve beaucoup plus dans les pays européens ou en dehors d'Afrique que l'on trouve en Afrique. Donc ça, il y a la question du climat pour lequel il y a autant d'arguments pour que contre et pour lequel ma position personnelle est que ce n'est pas tranché. Certains pensent que le climat nous a favorisés, d'autres nous a défavorisés. Mais je trouve que sur le plan scientifique, on n'a pas d'évidence. Sur un plan au-delà de l'aspect technique, je pense qu'il y a peut-être 3 éléments que je voudrais signaler qui sont importants pour ce volet de résilience. Le premier, il y a eu un leadership extrêmement fort qui, dès le mois de février, si on prend nos chefs d'État, ils ont créé une task force au niveau de l'Union africaine et donné mandat pour justement faire tout un travail. Et dans ce cadre-là, il y a vraiment une dynamique et une intelligence collective. J'ai le privilège de diriger le groupe qui s'occupe de tout ce qui est laboratoire et tests au niveau de l'Afrique, au niveau de l'Union africaine. Et je peux vous dire qu'il y a toute une transversalité en termes de compétences, en termes de nationalité, et vraiment l'intelligence collective pour apporter des solutions qu'on peut faire au niveau de toute l'Afrique. Et cette intelligence collective qui est utilisée est quelque chose que je trouve assez nouveau et pas très fréquent quand je vois comment les autres épidémies se passent. Un deuxième élément, au-delà du leadership qui a pu sauver en Afrique, c'est cette créativité et cette innovation. Il y a eu énormément de nouvelles choses qui ont été créées. Au Sénégal, on s'est lancé sur ces tests rapides avec un coût très, très abordable pour faciliter l'accès. Il y a eu dans le domaine du numérique beaucoup d'applications qui sont sorties et il y a dans la façon de tester beaucoup d'innovations qui ont été sorties et dans la pratique, dans l'engagement de la commune. Donc, ce volet innovation me paraît extrêmement important pour permettre d'expliquer un peu cette résilience. Et le dernier élément que j'ai touché tout à l'heure est le niveau de préparation. Le niveau de préparation a expliqué, par exemple, dans notre pays, le Sénégal, que le premier cas a été confirmé le 2, mais que le 14 déjà, toutes les mesures avaient été décidées. On a fermé les écoles, les lieux de culte. Il a été fermé justement, il a été réduit, restreint les déplacements. Et l'ensemble de ces mesures-là ont permis d'éviter d'avoir une vague trop haute à gérer et au système de santé de se préparer. Et c'est par là aussi qu'on peut trouver les éléments qui ont contribué un peu à cette résilience. Le fait d'avoir pu négocier, avoir des consensus forts, et dans le cas du Sénégal, cette discussion autour des mesures très difficiles. Personnellement, je n'ai jamais cru au Sénégal qu'on pouvait déclarer qu'on fermait les mosquées et les églises sans avoir une émeute. Et donc, j'ai été très surpris qu'on ait pu arriver à cela. Donc voilà, je voudrais peut-être en rester là pour peut-être donner à Maktar l'opportunité de donner son avis. Mais professeur, tu as tout dit. Je crois que c'est absolument, je suis en parfait accord avec ce qui a été dit. Et je crois qu'il faut peut-être juste ajouter que, bon, il y a eu les capacités, les interventions des personnes physiques, des pouvoirs publics. Quand je parle des personnes physiques, encore une fois, je pense à tout ce corps médical, adossé sur de fortes expériences, notamment de fortes capacités qui sont nées de l'expérience. Parce que quand, à un moment, tu dis qu'il y a plus de 120 000 pandémies sur le continent, ce sont des choses que la plupart des gens ne savent pas, ne connaissent pas et qu'on gagnerait à connaître davantage. Et je pense que c'est des expériences tirées, effectivement, de la gestion de la santé publique sous ces angles-là, qui également sont des éléments et des facteurs déterminants. Et de manière aussi plus large, je pense que tout ce qui est attrait à l'innovation, on a vu, comme je dis, quand je fais la veille, le nombre d'innovations, au moins 200 innovations qui ont tourné et qui ont été inspirées par le Covid dans tous les pays africains pratiquement, que ce soit des machines à laver, enfin à se laver les mains, les trucs de gel. Il y a eu vraiment de ces choses extraordinaires, tant au niveau universitaire que par de simples cuits-d'âme qui sont levés et qui ont voulu faire face. Également, je pense effectivement à les mesures qui ont été prises, quelquefois amères. Bon, dans un pays, comme encore je le dis, comme le Gabon, nous, on est depuis près de 9 mois, on est sous couvre-feu. Bon, avec les incidences que ça peut avoir, les commerces qui sont fermés, les incidences économiques, sociales, etc., qui sont des mesures dures, mais qui aujourd'hui, bon, permettent de dire que voilà,
si la maladie n'est pas tout à fait enrayée, en tout cas, elle est assez contenue. Donc, je pense qu'il y a cet ensemble de choses. L'autre chose, d'ailleurs, qui aurait pu et qu'il faut peut-être souligner, c'est que quelquefois, quand même, la question de la discipline du civisme liée à l'éducation, au sens de vraiment l'éducation, de comprendre les faits de la société, etc., est quelque chose de déterminant. Parce que les gens sont dans leur certitude. Il y a des gens jusqu'à présent, malgré tout, qui ne pensent pas que la maladie existe. Les cérémonies continuent comme si de rien n'était. Et je crois que s'il n'y avait pas tous ces attitudes des gens dans les transports, dans un certain nombre de choses, ces attitudes, j'allais dire, d'indiscipline, d'incivisme, ou quelquefois tout simplement d'ignorance, et on serait véritablement dans des proportions beaucoup moindres en termes d'expansion de la pandémie. Le facteur également essentiel aussi, je pense, c'est la jeunesse. Et ce n'est pas pour rien pratiquement que une chaîne comme la Deutsche Welle a un programme qui s'appelle 77%. Parce qu'en fait, 77% de la population africaine a moins de 35 ans. Donc ça, c'est effectivement un atout. Et même d'un point de vue économique, et on le verra peut-être sur les autres parties, du point de vue de la capacité de s'en servir comme un tremplin pour rebondir, c'est une donnée, la donnée démographique, comme tu l'as dit, est quelque chose de fondamental et de déterminant. Super. Merci Maktar. Merci beaucoup Maktar. C'est une bonne transition parce que la troisième question sur laquelle la diaspora souhaitait vous entendre, déjà moi je suis très content d'entendre ces messages qui sont très très positifs venant de vous et de l'Afrique de manière générale. Donc la troisième question qu'on voulait vous poser, c'est une bonne transition, c'est juste ce que tu viens de dire Maktar, c'est quels sont les piliers sur lesquels l'Afrique peut se baser pour rebondir en fait après cette crise, au niveau économique, au niveau social, au niveau également médical. Est-ce qu'il y a des piliers que vous avez identifiés sur lesquels l'Afrique va rebondir après cette crise-là? Oui. Amadou l'a dit, je pense que la démographie est quelque chose d'essentiel. L'autre chose aussi, c'est véritablement, je pense qu'il y a tout un savoir-faire à la fois scientifique, parce que nous avons des gens qui ont été formés comme lui, il en a un exemple, comme d'autres, des gens qui sont à Diapo partout, qui ont été vraiment formés dans les très bonnes écoles, qui ont le profil qu'il faut, qui sont à la gamme, même si cette masse doit être beaucoup plus critique, beaucoup plus large. Nous avons un véritable savoir-faire. Et quand nous avons des gens qui sont pointus, ils sont vraiment très pointus dans leur domaine. Et ça, c'est vraiment, il faut le souligner. Et je crois que il faut une approche africaine, je pense, concertée, avec tant les partenaires traditionnels que des partenaires nouveaux qui portent un intérêt au continent. Et la diaspora, de ce point de vue aussi, est interpellée parce que je pense que vraiment, on parle de réseau, donc il faut absolument que tous ces gens-là puissent se mettre ensemble pour que nous essayions, au niveau des nouvelles technologies, de la digitalisation, de l'intelligence, du savoir-faire, de l'éducation, du renforcement des capacités, œuvrer à cette intégration, à cette coopération qui permet à l'Afrique vraiment, de manière solidaire, de pouvoir avancer et jouer sur ses atouts fondamentaux. Dans des domaines, par exemple, aujourd'hui, je ne sais pas, je ne suis pas scientifique, mais je sais que la plupart des médicaments viennent des plantes. Hier, dans la veille que j'ai fait aujourd'hui, le président tanzanien en Tanzanie, ils disent qu'ils ne prendront pas le vaccin, ils vont se soigner par les plantes. Bon, c'est une position peut-être un peu radicale, mais si on utilise la pharmacopée en coordination avec véritablement nos scientifiques, je pense qu'il y a un terrain que nous pouvons développer en termes d'industrie de la santé, etc., d'innovation, etc., de renforcement des capacités de savoir-faire de manière générale. Oui, merci beaucoup, en tout cas, cher, pour cette question. Et Maktar, de l'avoir un peu bien posé. Et moi, de mon point de vue, il y a plusieurs éléments sur lesquels nous pouvons bâtir les piliers. Un des piliers qui me paraît important et qui se pose comme une opportunité dans le contexte de Covid, c'est tout ce qui concerne l'industrie de la santé. Et quand je veux dire industrie de la santé, on a un certain nombre d'atouts au niveau de l'Afrique qui devraient nous permettre justement d'avoir un rebond important grâce au développement de cette industrie. Plusieurs éléments pour dire ça. Le premier, c'est que notre démographie fait qu'on a des besoins importants en matière de santé. Ça veut dire que c'est un marché, pour parler un peu de façon un peu matérialiste, on a un marché important dans le domaine de la santé. Et pourtant, l'essentiel de ce qu'on consomme dans le domaine de la santé vient de l'extérieur de l'Afrique. Ce qui donne une opportunité pour bâtir une grande industrie dans ce domaine-là. Je veux dire, par exemple, si on prend aujourd'hui les vaccins, il n'y a en Afrique qu'une seule unité de production de vaccins
qui est reconnu par dans le monde. C'est l'unité qui est aujourd'hui à l'Institut Pasteur à Dakar. Il n'y en a pas un deuxième, alors qu'il y a un savoir-faire, on doit avoir 7 ou 8 personnes, un pays qui produisent, et qu'on n'a pas ce label OMS pour pouvoir exporter. Donc, dans le domaine du vaccin et dans tout ce qui est contre-mesures médicales, il y a une énorme opportunité. Même chose dans le domaine des médicaments, même chose dans le domaine du diagnostic. Aujourd'hui, sur les vaccins qui sont produits, qui sont consommés en Afrique, seul 1% est produit localement. Et vous pouvez faire de même pour le diagnostic et pour les médicaments. Il y a vraiment une grosse opportunité à développer l'industrie qui peut être un pilier pour refaire démarrer non seulement la santé, mais l'économie. Par rapport à la santé et par rapport à cette industrie, d'autres éléments qui peuvent nous servir en faisant ce rebond, c'est qu'en développant ce type d'industrie, nous avons la possibilité de former des personnes de très haut niveau dans une industrie de pointe, de faire revenir des gens de la diaspora qui ont été exposés. C'est clairement notre stratégie au niveau de l'Institut Pasteur, dans ce domaine particulièrement de l'industrie pharmaceutique. L'essentiel maintenant des cadres sont des gens qui ont étudié au Canada, en France, ou qui ont une expérience dans ce domaine et qui de plus en plus reviennent justement dans ce domaine. Le fait d'avoir des ressources humaines de qualité peut être aussi un élément important pour relancer cela. Un autre domaine où je vois beaucoup d'opportunités par rapport à l'Afrique, c'est le digital, comme le disait Maktar, où de ce point de vue-là, la santé et l'industrie de la santé est en train complètement de changer. Aujourd'hui, dans les domaines de l'imagerie médicale, que ce soit dans les domaines du diagnostic, et d'une manière générale, dans plein de secteurs, tout ce qui est digital est en train de changer la façon dont on fait la recherche, dont on fait la médecine. De plus en plus, on va parler de médecine moléculaire, on va parler de médecine de précision. Ça veut dire que demain, les gens seront soignés sur la base de leurs gènes, en utilisant des outils de génomique. Et de ce point de vue-là, cela veut dire qu'il y a une énorme opportunité parce que par rapport au reste du monde, nous ne sommes pas tellement en retard dans ce domaine parce que justement, certaines structures, la façon dont la médecine a été organisée est tellement lourde à changer que nous avons, du fait de la faiblesse de nos systèmes de santé, une opportunité pour rebondir. Et le dernier élément sur lequel je pense qu'on pourrait se baser, c'est qu'il est absolument essentiel de voir qu'en Afrique, dans beaucoup de domaines, on n'a pas suffisamment exploré les opportunités. Aujourd'hui, l'essentiel des maladies nouvelles qui vont sortir vont probablement sortir de nos pays. Et ce qui nous donne une certaine avance et une certaine capacité d'anticipation par rapport à ce qui peut se passer dans le monde. Et je voulais juste donner un petit exemple. En 2016, il y a eu une épidémie de Zika qui a un peu secoué un peu le monde, pas comme cela est le cas maintenant. Il faut savoir, alors que l'épidémie démarrait, nous faisions partie de 2 ou 3 équipes qui connaissaient suffisamment la maladie pour disposer d'un diagnostic, d'un test, etc. Tout simplement parce que le Zika existe au Sénégal depuis 1968 et qu'on a commencé à y travailler avant tout le monde et ça donne une certaine avance. Et il faut savoir que l'Afrique, rien qu'au Sénégal, depuis que je travaille, moi, un peu plus d'une vingtaine d'années, il y a peut-être une quarantaine de nouveaux virus qui ont été trouvés ici au Sénégal. C'est pour ça que vous allez entendre parler d'un virus Kédougou, d'un virus qui s'appelle Sanar, d'un virus, etc. Et cette possibilité, ce potentiel-là, donne bien évidemment l'opportunité de ce que pourrait menacer le monde et une certaine avance. Et donc, par rapport à la diversité de ce qui se passe dans notre nature, par rapport aux opportunités qui s'occupent en termes de marché, il y a là des éléments essentiels pour un rebond au-delà de ce qu'on peut penser sur le Covid. Super. Henri, heureusement que tu enregistres parce que c'est vraiment c'est passionnant et moi j'apprends énormément de choses. Merci beaucoup à tous les deux, c'est vraiment très très intéressant. Et la 4e question qu'on voulait vous poser à vous deux, en fait, c'est maintenant c'est au niveau du rôle de l'Afrique. Parce que là, on a l'impression que les cartes sont rebattrées, on est dans une mondialisation, il y a un nouveau paradigme là qui va naître après ce Covid. Et d'après vous, en fait, d'après vos visions, hein, quel rôle l'Afrique pourrait jouer dans ce nouveau paradigme-là? Je ne sais pas, Maktar, si tu veux commencer ou... Ok, là. Non, mais bon, je pense de manière générale, hein, de la même manière qu'on nous prédisait les choses les plus sinistres, mais en même temps, quand on observe un peu la présence économique, politique en Afrique, l'Afrique, il faut dire, est un terrain qui est convoité. L'Afrique, c'est la palissade de le dire, a des atouts.
le marché qui est jeune. Quand on a la jeunesse aussi, ça veut dire qu'on s'inscrit dans un marché durable. Parce que ce sont ces jeunes-là qui seront des consommateurs et qui seront là pendant très longtemps. Donc, également un réservoir de richesse humaine, de richesse culturelle, minière. 40% des réserves d'or du monde sont en Afrique. 30% des gisements minéraux sont en Afrique. Donc, c'est un continent qui a un potentiel réel et énorme d'investissement. Quand on prend les chiffres, des 6 des 10 plus forts taux de croissance des dernières décennies, c'est en Afrique qu'on les a retrouvés. Quand on prend la taille géographique du continent, je pense que c'est le Focam, le patron de First Africa Bank, le Camerounais, qui a pris une carte du monde qui dit quand vous prenez la carte du monde, que vous l'inversez. Parce qu'il dit qu'en fait, l'Europe essaie de s'asseoir sur l'Afrique. Vous inversez la carte, vous voyez que l'Afrique est beaucoup plus importante que tous ces autres continents. Donc, d'un point de vue également de la taille géographique, avec 60% des terres arables du monde, 60% des terres arabes du monde sont dans le continent, mais nous ne cultivons que 10% à l'heure actuelle. Donc, je pense qu'il faut cette prise de conscience dans un esprit et un devoir de solidarité, parce que je pense que nous avons des capacités à faire face et à donner des solutions. J'ai été au Kenya dans une partie de ma carrière. Le M-Pesa, c'est au Kenya où c'est né, mais c'est parti de besoins locaux. Parce qu'en Europe, les gens là, il n'y a pas une tante ou une cousine à qui il faut envoyer les frais de scolarité ou payer je ne sais pas quoi, ou la facture d'électricité qui n'est pas juste. Les gens n'ont pas de compte en banque, ils n'ont pas de carte de crédit. Donc, c'est à partir de besoins sociaux, etc., que cela a été inventé. Aujourd'hui, tout le système bancaire et financier s'inspire de cela. Et quand je parle de ça, c'était dans les années où j'étais au Kenya. Quand je dirigeais Africa Online, c'était dans les années 1998. Ça fait 22 ans. Mais déjà, l'Afrique était dans ça. Donc, nous avons la capacité de donner des solutions, mais également, il est important de renforcer l'état de droit du point de vue des transactions commerciales pour attirer les investissements. Aujourd'hui, quand on fait un benchmark et qu'on regarde un monitoring, les pays qui affichent le meilleur état de droit sont Maurice, Madagascar, l'Afrique du Sud, le Botswana, le Rwanda, le Ghana et le Cap-Vert. Donc, ce sont des pistes sur lesquelles il nous faut aller. Également, y aller avec nos armes, avec la coopération, avec le savoir. Il faut que nous soyons ni les proies ni les moutons de ce 21e siècle qui continue, mais que nous soyons des acteurs avec des autonomies de pensée. Quand Abadou dit que pour cette maladie, que depuis 1968, ils ont commencé à travailler dessus au niveau du Sénégal. Mais c'est ça qu'il faut. Il ne faut aucun complexe en partant de nos réalités et de nos situations réelles. L'autre chose également, je pense, qui est très, très, très importante, c'est au niveau des politiques publiques, essayer de fédérer au-delà des ensembles géopolitiques, réseaux régionaux, etc., en termes d'utilisation de l'informatique, de réseaux, de la biologie, le génie militaire, la topographie, la géographie, le textile, le transport, les télécoms, la gestion urbaine, tous ces pans qui, effectivement, aujourd'hui nous interpellent, et mettre un accent vraiment tout à fait particulier dans l'éducation. Quand je parle d'éducation, ce n'est pas comme nous qui sommes allés, parce que nous sommes de cette école où il nous fallait aller pousser au plus loin, avoir des c'est pas mal, il faut avoir des doctorats, avoir des trucs multiples, tout ça. Mais c'est cette capacité, comme disait Gramsci, ces intellectuels organiques qui ont la capacité, le savoir-faire de transformer l'environnement et de transformer le monde et d'y contribuer. Donc, ce savoir-faire, la formation professionnelle, la formation technique, la formation scientifique, et c'est un littéraire qui le dit, je pense que c'est très, très important. Et de ce point de vue, donc, articuler autour de 3 priorités qui me semblent essentielles. Soigner, c'est la santé, l'hygiène, tout ce qui touche à l'environnement, au sens le plus large, la biologie, le climat. Nourrir, l'agriculture, on l'a dit, au niveau des terres, les ressources halieutiques, l'élevage. Transformer dans un esprit de transformation, de la même manière qu'il y aura des industries sanitaires, pharmaceutiques, etc. Transformer nos produits localement. Éduquer, la formation au sens également le plus large, académique, professionnel, technologique et scientifique. Merci, Mactar. En fait, par rapport justement à ce que tu disais, justement, que de faire jouer nos atouts, moi, je pense que c'est ce qui est essentiel et qu'il faut vraiment traduire ça un peu plus, je ne dirais pas dans les rapports de force, mais dans les discussions qui peuvent se faire à haut niveau pour un peu rééquilibrer les choses. Et de ce point de vue-là, nous avons clairement des atouts. Peut-être que ce dont on est souvent victime, c'est de ne pas pouvoir jouer plus ensemble pour imposer ou au moins faire admettre ce que sont nos intérêts dans des domaines aussi vitaux que la santé ou les problèmes de migration, etc. Et de ce point de vue-là, l'exemple un peu le plus patent qu'on peut voir, c'est que pour faire élire le directeur général de l'OMS, par exemple, lorsque tous les Africains se sont mis ensemble,
sa victoire était quasiment assurée. Et donc, je pense qu'il y aura un monde après le Covid qui va tenir compte de tout ce qui se passe, aussi bien dans la relocalisation d'un certain nombre de compétences, comme par exemple dans le domaine de la santé. On s'est rendu compte à quel point nos pays sont vulnérables par rapport au voyage, par rapport à la dépendance qu'on peut avoir, par rapport à certaines sources d'énergie, d'aliments, etc. Et ça veut dire qu'il y aura probablement, après le Covid, l'opportunité d'une certaine renégociation des choses. Et c'est en ça que, à mon avis, l'Afrique a une belle carte à jouer. Mais au-delà des cartes à jouer, je pense qu'elle devrait, dans une certaine mesure, aider le monde à vraiment imposer quelques points qui me paraissent importants. Le premier point, c'est ce devoir de solidarité basé sur une réflexion autour de la santé comme un droit humain. Quand je vois l'investissement qui est mis pour défendre la liberté d'expression, etc., qui sont extrêmement importants, mais la santé devrait être un droit humain. Aujourd'hui, beaucoup de gens en Afrique meurent ou sont victimes de problèmes de santé pour une question bassement matérielle, une question d'accès. Et donc, de ce point de vue-là, amener un débat autour de ces questions-là peut être un élément extrêmement important de la contribution de l'Afrique, parce qu'elle aurait la légitimité de porter ce type de débat, compte tenu du fait que malgré les difficultés qu'il y a pu avoir, ils ont pu s'en sortir, mais grâce justement à de la créativité qui leur donne le droit aujourd'hui de dire aux États-Unis et des pays qui ont connu beaucoup de difficultés, soyez solidaires de nous, parce que ce qui vous est arrivé peut se répéter encore et encore, mais aussi prenez compte de ce qu'on vous dit dans ce sens-là. Un deuxième élément sur lequel l'Afrique peut contribuer énormément, c'est que bien que nos systèmes de santé sont très fragiles, ils ont des spécificités qui les rendent très efficaces. Ce qu'on appelle la santé communautaire en Afrique, qui fait que vous avez des postes de santé, vous avez des travailleurs sociaux au niveau de la santé qui se rapprochent de la population et qui permettent d'avoir un engagement au niveau de la communauté, va être quelque chose de très important au fil des prochaines années dans le domaine de la santé. Et de ce point de vue-là, l'Afrique peut réellement apporter et peut contribuer à avoir ce que ce collègue du CDC, donc qui est le Centre de prévention des maladies et de contrôle des maladies en Afrique, ce collègue appelle justement ce nouvel ordre en matière mondiale en termes de santé publique. Ce serait vraiment ça une contribution importante que l'Afrique pourrait apporter. Un deuxième élément sur lequel l'Afrique pourrait apporter dans ce monde post-Covid est surtout d'amener les gens à réfléchir à la dynamique de ce qui se passe quand on se met tous ensemble pour construire quelque chose. On est très peu entendu souvent parce que si vous prenez aujourd'hui un monde que je connais un tout petit peu mieux, qui est le monde des vaccins, et des produits de santé d'une manière générale, aucun de ces produits n'est conçu dans l'optique d'en faire profiter l'Afrique. Je vous donne, aujourd'hui, il y a beaucoup de produits de santé, quand ça vient en Afrique, on passe du temps à les adapter. Parce que justement, les gens sont convaincus que nous ne constituons pas des marchés en termes de coûts et que nous ne pouvons pas payer. Et à la fin de la journée, on se retrouve être un marché extrêmement important, extrêmement lucratif dans une certaine mesure. Et quand vous voyez aujourd'hui ce qui se passe avec les vaccins, nous sommes quand même 1,2 milliard de personnes en Afrique. Et qu'avec la démographie, nous allons dans quelques temps être probablement un des plus gros marchés. Et c'est pour ça que l'industrie pharmaceutique, avec nos scientifiques, devrait imposer que certaines maladies soient l'objet justement d'investissements plus importants, parce que ça va être les menaces futures. Et donc, sur ce genre de thématique, l'Afrique peut apporter un dernier élément. On a parlé beaucoup du numérique, de la digitalisation, qui permet un peu de gagner beaucoup de temps et justement d'aller beaucoup plus vite. On sait tous comment les portables ont changé la vie des gens ici, alors que le système fixe n'est pas si développé que cela. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il est extrêmement important, au sortir de cette épidémie de Covid, de montrer comment, à partir de cette nouvelle technologie, il est possible au monde de changer sa façon de faire et d'être plus efficace dans son travail. Voilà peut-être les points que je voulais souligner là-dessus. Super. Merci, merci professeur. C'est très, très intéressant. Juste, je rappelle à nos invités que vous pouvez poser vos questions sur le chat. On le surveille, là, on voit qu'il y a des questions qui arrivent. Vous pouvez poser vos questions sur le chat. En fait, alors la dernière question que moi je voulais vous poser à tous les deux, avant de passer sur les questions de nos membres connectés,
C'est en fait une question qui nous travaille beaucoup hein, ici. Vous savez qu'Espace Diapo, on l'a pas dit tout à l'heure, mais on n'est pas loin de 1000 personnes hein, qui sont dans ce dispositif-là. Et aujourd'hui, il y a une question qui tourne beaucoup dans nos discussions. C'est comment un réseau comme Espace Diapo, qui est très résilient d'ailleurs, parce que qui a fait aujourd'hui ses 15 ans, il n'y a pas beaucoup de réseaux qui ont tenu si longtemps, hein, grâce à sa simplicité également d'opération. Comment en fait un réseau tel que Espace Diapo peut contribuer en fait à tout ce que vous venez de dire en fait? Comment un cadre qui est dans Espace Diapo, qui est à Paris, salarié ou chef d'entreprise, marié, 2 enfants, et qui souhaite contribuer, comment vous voyez cette contribution en fait? Je peux commencer, à moins que Maktar. Donc, ce que j'allais vous dire, c'est que pour moi, la diaspora est une énorme opportunité et un gros patrimoine pour toutes les opportunités qu'on a saisies. La diaspora peut, à mon avis, faire au moins 3 ou 4 choses extrêmement importantes. La première, c'est que l'Afrique a énormément de gens qui ont du talent, des capacités, mais très peu de capacités pour traduire ce talent en produit, en quelque chose que les gens peuvent faire. Et l'expérience de la diaspora pour aider à faire du mentoring et appuyer ce type d'initiative, de par l'expérience qu'elle a à des mondes différents, me paraît un premier rôle important. Deuxièmement, dans toutes ces initiatives dont on parle, il y a d'une part des opportunités d'investissement financier. Et je pense qu'il y a de ce point de vue-là, pour les gens de la diaspora qui ont des ressources, de très belles opportunités d'investissement dans le domaine que je connais un peu mieux, qui est le domaine de la biologie, qui est le domaine des sciences médicales, voire de la recherche, etc. Deuxième élément, toujours dans ces opportunités, c'est qu'il y a besoin de beaucoup d'expertise pour justement repenser le monde post-Covid, pour justement créer justement l'industrie qui va changer les choses en Afrique. Et je suis assez sidéré depuis le début de cette épidémie de remarquer à quel point nous sommes sollicités pour donner des avis à des grands groupes qui créent des groupes d'experts pour repenser nos systèmes, et très peu des gens de notre diaspora, je veux dire les majors comme McKinsey, comme Booz Allen, etc., régulièrement, à travers nos gouvernements, à travers un certain nombre de contacts que nous avons, nous interpellent sur comment il faut construire les choses, etc. Et je pense que notre diaspora a maintenant une opportunité, justement, parce qu'ils connaissent ce pays, c'est des pays où ils ont grandi, où ils ont des connexions, de reconstruire après le post-Covid et de prendre en main ces opportunités. Et je pense que de ce point de vue-là, la compétence qui existe pour former des projets, l'expertise qui existe pour accompagner ce qui va se passer dans le Covid ou repenser l'Afrique post-Covid me paraît être un rôle absolument central que peut jouer la diaspora. Et bien évidemment, moi, une des parties essentielles de mon travail, c'est d'essayer de faire revenir des gens de la diaspora. Ce n'est pas toujours simple, on a réussi avec quelques-uns, mais que leur rôle aussi, des fois, pour ceux qui le peuvent, et de venir construire ici au Sénégal. Je pense que de ce point de vue-là, Maktar a beaucoup plus de légitimité et d'idées que moi. Je vais peut-être lui laisser la parole pour donner son point de vue là-dessus. Oui, merci. Non, je pense que c'est tu as tout à fait raison. Le mentorat est quelque chose qu'il faut développer, l'unité, l'interaction. Et moi, je suis vraiment partisan et fan de ce que j'appelle la culture des champions. C'est-à-dire qu'il faut donner de la visibilité aux gens qui ont un savoir-faire et qui peuvent se faire connaître. Les gens de Diapo, qui sont les 1000 là, moi, j'aimerais bien, comme je l'ai déjà dit, faire des 3 minutes ou des 5 minutes sur chacun d'entre eux. Qu'est-ce qu'ils font, leur domaine d'expertise, de faire savoir que les gens sachent. Quand vous regardez, si vous je ne blasphème sur personne, et quand vous regardez vos médias de manière générale, partout en Afrique, c'est valable partout en Afrique, vous avez une centaine d'individus, compris tout ça, qui sont les experts en tout, que vous voyez pourtant sur les chaînes à longueur d'année. Il a fallu qu'il y ait cette pandémie qui est comme ça, que des gens comme le professeur Sall, pour d'autres, qu'on les voit monter un truc. Tout ça est méconnu. C'est entre les politiciens, certains trucs, une vingtaine des experts là, qui sont là sur tous les plateaux, et ça se résume à ça. Alors qu'il y a une pléiade de gens de compétents, qui ont un savoir-faire, qui ont une expertise avérée, qui vont appeler, mais qui sont timides, parce que bon, on ne veut pas trop de trucs, on ne veut pas trop se poser, etc.
Non, je pense que cette timidité-là, il faut vraiment, et en tout cas, moi, en tant que média, je veux la casser. Et donc, c'est une invite également que je fais à cette occasion-là, à avoir vraiment une sorte de trombinoscope visuel, un peu de tous ces genres. Ensuite, l'autre chose, je pense, qui est important, c'est vraiment de s'investir localement, voir avec qui on le fait, de pouvoir, comment dire, créer des alliances, etc., voir les projets qui se font et développer des trucs. Dans mon cas particulier, je suis en train, donc, j'ai fait des trucs au Cameroun, j'ai en effet au Gabon, un gros investissement. Je suis en train, là, actuellement, je suis dans mes nouveaux locaux au niveau du Sénégal. Bon, je ne peux pas vous montrer, mais avec un ingénieur intégrateur camerounais anglophone qui est là. J'ai une équipe à peu près où il y a une douzaine de nationalités africaines, nigériens, burkinabés, togolais, béninois, etc. Je pense à l'académie de l'audio. Moi, la communication ne se résume pas seulement aux journalistes. Il y a un ensemble de projets comme ça qu'on est en train vraiment de vouloir faire. C'est vrai, le chemin est un peu sinueux, ce n'est pas facile. Quelquefois, pour avoir les autorisations, il y a beaucoup de bureaucratie, il y a des entorses administratives. Bon, il y a plein de choses comme ça qui sont les tâches de notre société, mais il faut faire avec. Et je pense également que Diapo doit peut-être avoir des déclinaisons dans chaque pays. Il faut que de la même manière, il y a Diapo France, que Diapo soit à l'initiative de Diapo, je ne sais pas, Afrique centrale, de Diapo Côte d'Ivoire, de Diapo qui, parce qu'il y a des véritables de Diapo Canada, etc., parce qu'il y a tout un potentiel qui est là-bas. Et au-delà, d'ailleurs, je crois que cet exemple de Diapo peut être, j'allais dire, servir de benchmark et inspirer d'autres pays et d'autres nationalités. Pour moi, Diapo, le J, c'est joining. A, c'est Africa. P, c'est powerful. Potential, c'est le P. Opportunities. Donc, je pense véritablement qu'il faut aller un peu dans ce sens. C'est vrai, tout ce qui est fait là depuis 15 ans est là, mais le faire savoir davantage, et vous pouvez compter en tout cas sur un outil comme le mien pour y contribuer. Merci Matar de nous avoir inspiré autant, surtout sur les sigles de Diapo. C'est vraiment, ça veut dire que tu as vraiment bien réfléchi à la question. Merci beaucoup. Donc, il est 20h. Je sais que je vois il y a Damien Sen, il y a des scènes qui sont là. Je sais qu'ils ont faim. On va prendre maintenant les questions. Henri, qui viennent du chat. Ok. Pour le moment, les questions, en tout cas les premières, tournent autour du vaccin. Déjà, deux parties de la question sur les vaccins. Que vous inspire un peu le scepticisme des Français sur la vaccination? Parce que les statistiques montrent qu'il y a 4 Français sur 10 qui sont prêts à se faire vacciner. Et la deuxième question, toujours autour du vaccin, ce serait quelle est la stratégie vaccinale aujourd'hui en Afrique, compte tenu du coût élevé avec la problématique justement de la chaîne de froid. Donc, je pense que c'est une question principalement peut-être dans un premier temps pour le professeur. Merci beaucoup. En tout cas, par rapport à la question du vaccin qu'on n'a pas pu aborder, les questions qui sont posées sont vraiment celles qui sont aujourd'hui extrêmement pertinentes parce qu'il y a des vaccins donc, qui viennent d'arriver, mais peut-être ce qui est important de comprendre dans le domaine du vaccin, c'est qu'il y a 2 ou 3 éléments qui sont essentiels à comprendre. Le premier, c'est que jamais, depuis que le monde existe, on a travaillé aussi vite pour mettre un vaccin au point. Donc, les premières séquences étaient en janvier de l'année dernière. Là, on est quasiment en janvier et on a 47 candidats vaccins qui ont été analysés au niveau humain et donc qui sont aujourd'hui en train d'être utilisés dans certains pays. Et donc, le fait d'aller aussi vite montre d'abord qu'on a une technologie extrêmement performante, mais aussi qu'il y a un certain nombre d'étapes pour lesquelles il y a besoin d'un peu plus de recul pour cela. Je dis ça parce que ça nourrit toutes les inquiétudes, etc. Aujourd'hui, les vaccins les plus avancés, les 2 premiers en tout cas, celui de Moderna et celui de Pfizer, sont des vaccins qui utilisent une technologie qui n'a jamais été utilisée en matière de vaccins, qui consiste un peu à prendre une partie du matériel génétique du virus pour justement faire le vaccin et l'utiliser, l'ARN messager en question. Ce que ça implique, c'est que comme on ne l'a jamais fait, on a très peu de recul par rapport à ça. Maintenant, un vaccin, pour le donner, on passe par différentes étapes dans lesquelles la sécurité est très monitorée. C'est un des éléments essentiels
puisque la première étape avant d'évaluer un vaccin, c'est de le donner à des gens qui ne sont pas malades et de voir s'il n'y a pas de problème. Et donc, le côté de la sécurité est quelque chose de très monitoré. Et après, quand on regarde, il faut qu'on soit sûr qu'il est efficace. Qu'est-ce qui se passe? Depuis que ces vaccins sont là, qu'ils ont été en train de tester, nous avons pu voir que ces vaccins sont efficaces à 90% pour les 2 premiers qu'on a cités. Mais on a vu cette efficacité après 1 mois. Maintenant, est-ce que cette efficacité se déplace sur 5, 6 mois, 7 mois, parce qu'on n'a pas assez de recul? C'est une question qui se pose. Donc, deuxième élément qui est très important, on n'en sait pas assez, il y a des questions de safety. Et deuxième élément qui est important, c'est qu'on n'a pas assez de vaccins. Aujourd'hui, le besoin mondial, il est largement en dessous de ce qui est possible. Et donc, il est nécessaire de créer des priorités. À partir du moment où on crée des priorités, il y a toujours de la suspicion, on peut toujours critiquer les choix qui sont faits de ce point de vue-là. Et ça fait que, par rapport à la réflexion sur la stratégie, d'une manière générale, en Afrique, il y a aujourd'hui le mécanisme principal par lequel l'essentiel des pays africains vont avoir accès au vaccin est un mécanisme qu'on appelle le COVAX. Ça veut dire que beaucoup de pays, 186, sont mis ensemble pour dire qu'il nous faut un accès au vaccin. Mais le COVAX, pour les pays en voie de développement, et le COVAX s'est engagé à donner 20% des cibles des pays. Et si vous prenez aujourd'hui un pays comme le Sénégal et la majorité des pays, ces priorités vont aller à essayer de réduire la mortalité ou la morbidité liée au Covid. Ça veut dire qu'on va aller chez les gens pour lesquels il y a des facteurs de risque importants. Donc, ça va être le personnel de santé qui va être vacciné comme c'est la première ligne de la lutte. Deuxième ligne qui est aujourd'hui vue, ça va être les personnes âgées, puisqu'au-delà de 60 ans, la mortalité est assez importante. Troisième type de catégorie, ceux qui ont des comorbidités, donc des facteurs de risque comme le diabète, comme l'hypertension, etc. Donc, le vaccin, du fait qu'il est un peu rare, va générer justement cette catégorisation et cette priorisation parce qu'on n'en a pas assez. Le deuxième élément, c'est tout le scepticisme qu'il y a pour les raisons que je viens d'expliquer, qui en Afrique n'existait pas à un niveau inquiétant en Afrique, mais pour le Covid existe. Il y a vraiment une discussion. Moi, j'ai vu des gens extrêmement éduqués qui vraiment réfléchissent en disant qu'on ne va pas se vacciner, on va attendre. Ce qui est une attitude raisonnable, mais qui est quand même pose problème à tous les niveaux. Parce que j'ai entendu dans certains débats, y compris en France, dire mais il faut que le gouvernement se vaccine d'abord avant que nous se vaccine, il faut que les politiques se vaccinent, etc. Et c'est normal que les gens aient peur. Mais personnellement, moi, pour donner mon avis, s'il y a un vaccin, je me vaccinerai parce que je pense que quand on regarde tout l'effort qui a été fait pour se donner des éléments de sécurité, on peut faire confiance dans les limites de l'exercice dans lequel on est. Troisième élément qui est important dans le domaine du vaccin, comment il va se déployer. En Afrique, la réflexion, en tout cas, pour ceux qui me demandent un avis dans les cercles où on réfléchit à ça, c'est de dire la logistique, comment on identifie les populations cibles, comment on organise des campagnes de masse, où est-ce qu'on va trouver des congélateurs à moins 80, etc., implique que commencer à vacciner un peu plus tardivement par rapport à l'Europe au deuxième trimestre, voire un peu plus tard, nous donnerait l'occasion un peu de voir comment en termes de sécurité se comporte la vaccination dans les pays qui sont en avance, mais aussi nous donnons le temps de nous préparer. Ce n'est pas une mince affaire de vacciner les personnes de plus de 60 ans dans nos pays. Il faut les trouver, il faut les identifier, il faut une chaîne de froid, il faut, etc. Donc, de ce point de vue-là, ça c'est important. Et l'autre élément important en matière de vaccination, c'est vraiment de comprendre qu'au stade où on en est avec le Covid, la vaccination ne va pas régler le problème complètement parce qu'il n'y en a pas assez, parce qu'il y a de la méfiance. Ça va être une partie de la solution et il va falloir prendre en compte le fait que d'autres mesures qu'on fait, tester, les mesures barrières, mieux comprendre la maladie pour s'en prémunir, vont aller aussi avec le vaccin. Et le dernier élément, au-delà du scepticisme, est le fait que les capacités de production vont être importantes pour justement donner un accès à l'Afrique. Et de ce point de vue-là, il y a quelques acteurs africains qui se positionnent pour justement produire ce vaccin une fois qu'on aura un peu plus de certitude par rapport aux réelles technologies qui marchent. Voilà ce que je pouvais dire concernant la question du vaccin et justement les stratégies qui sont aujourd'hui en cours de discussion. Merci, merci professeur. Je ne sais pas si Maktar, tu voulais intervenir sur le vaccin ou on prend une deuxième question sur le fil.
Ouais, L'expert a parlé au Japon. Donc la deuxième question justement permet de rebondir là-dessus et de passer la parole à Monsieur Sylla. C'est quels peuvent être les points d'attention du CNRA et des autorités publiques afin que les médias, surtout en ligne et sociaux, ne soient pas un frein à cette résilience jusque-là notée dans les pays. Donc, surtout sur la question du scepticisme. Donc, quel rôle les médias et les autorités publiques peuvent jouer pour contrecarrer ce scepticisme et pousser à plus de vaccination voilà. Mais enfin, moi, je crois que de manière générale, ça pose des problèmes de régulation de manière générale. Mais au-delà de ça, sur ces questions vraiment ponctuelles, il faudrait un véritable consensus. Hein. Que ce consensus qu'on a observé à tous les niveaux puisse être un consensus médiatique et qu'on passe véritablement des messages qui sont des messages vérifiés, vérifiables. Également, par l'exemple aussi, c'est vrai, lorsque l'on dit qu'il faut que ce soit les gens du gouvernement qui se vaccinent d'abord, mais bon, ne serait-ce que pour la symbolique, si aujourd'hui, quelqu'un, aujourd'hui, il me disait, mais voilà, c'est la bonne occasion, comme Macron il n'a qu'à se vacciner lui en premier. Ce sont des choses qui, dans la conscience et dans la perception des gens, sont des choses importantes. Aujourd'hui, il y a des icônes, il faut utiliser dans la campagne de communication, il y a les journalistes traditionnels, il y a l'oralité, il y a les chefs religieux, il y a le politique, il y a les sportifs, il y a les hommes de culture, etc. Je crois qu'il faudrait véritablement, à travers une campagne bien pensée, bien orchestrée et dans un consensus général, que les gens véritablement se mettent tous ensemble pour qu'on essaie de convaincre les gens, mais de les convaincre sur les choses qui sont vraiment testées. Moi, en tout cas, et l'autre chose aussi, je pense, qui est très important, de manière générale dans la communication, il faut souvent donner la parole aux experts, aux gens qui savent. Quand ce sont des médecins qui le disent, quand ce sont des virologues comme le professeur qui le disent, etc., ça a plus de poids que n'importe quelle politique qui vient dire, que n'importe quel ministre de la Santé de quelque pays que ce soit. Je crois que ce sont des choses qui sont très importantes. Également aussi avoir des testimonials. Donc, une fois que les gens ont été vaccinés, les gens qui sont guéris, qui puissent venir témoigner, etc., sont des choses, je pense, qui sont importantes. Mais c'est un processus global. Utiliser également les langues nationales. C'est très, très, très important que les gens véritablement le perçoivent. Parce qu'au Sénégal, moi, je vous dis, il y a beaucoup de gens, des chauffeurs de taxi, tout ça, il y a des gens qui croient que ça n'existe pas jusqu'à présent. Pour eux, c'est des trucs qui ont été inventés. Et ça, il y a, je ne sais pas quel est le pourcentage, mais c'est ancré dans les mentalités et ça va être difficile véritablement à faire bouger. Excellent. Je ne sais pas si le professeur voulait rebondir, mais sinon la question suivante est peut-être pour vous. Juste pour dire que je suis complètement aligné avec Mokhtar Sylla sur ça, le fait de donner l'occasion et de montrer de faire de la transparence, de montrer l'information qui est réelle est la seule façon. Cette question de manque de confiance dans les vaccins a grossi dans les pays développés. C'était vraiment un phénomène pas très important en Afrique, mais avec le Covid, j'ai personnellement remarqué que ça a pris énormément d'ampleur. Et donc, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger, parce qu'en Europe, maintenant, il y a des épidémies de coqueluche, des épidémies de rougeole, alors qu'il y a des vaccins extrêmement efficaces et qu'il y a des gens qui refusent juste de prendre le vaccin. Sachant qu'en termes de santé publique, l'intervention la plus efficace, c'est le vaccin. Donc, ce serait se priver du meilleur outil qu'on a pour lutter contre les maladies. Maintenant, c'est à nous, en tant que personnes de médias, en tant que scientifiques, en tant que personnes qui peuvent donner de l'information, nous convaincre les uns les autres par l'exemple, en se faisant vacciner, en donnant les informations, d'essayer un peu de réduire cette résistance. Et ça me paraît extrêmement important, c'est un enjeu de taille. Le vaccin, à terme, va aider à résoudre ça et il est important qu'il ne soit pas plombé par des campagnes de communication que les anti-vaccins mènent avec vigueur et vraiment beaucoup d'engagement. Très bien. Donc la question suivante est autour justement de la fiabilité des statistiques en Afrique et compte tenu justement de la faible fiabilité des productions statistiques en général, est-ce qu'il est possible dès à présent d'entériner que l'Afrique a été résiliente dans la mesure où certains États justement ont des raisons politiques et économiques à masquer éventuellement des statistiques qui seraient au-delà des normes, entre guillemets.
Bon, personnellement, je pense très sincèrement que du point de vue de la connaissance, on va dire, de statistiques, bon, il n'y a pas de sujet sur le plan technique, les gens savent faire ça très très bien ici. Sur la situation personnellement que je vis au Sénégal, une bonne partie des résultats qui sont publiés sortent de nos laboratoires. On teste à peu près pour 80% de ce qui se fait au Sénégal et je n'ai jamais eu connaissance des résultats que nous avons donnés et qui n'ont pas été publiés. Maintenant, là où on peut se poser des questions et les autorités publiques en sont conscients, c'est de dire qu'il peut y avoir que des gens qui meurent dans des maisons qui ne sont pas comptabilisés, il peut y avoir des cas qui ne sont pas tous testés, etc. Mais ça, il y a des indicateurs pour suivre que même si on n'a pas les chiffres exacts, parce que même aux États-Unis, partout, on a des estimations plus ou moins précises, mais on n'a pas le nombre exhaustif de cas, les tendances me paraissent extrêmement bonnes et valables et vérifiables. Je veux dire, quand les gens disaient au Sénégal, mais vous avez l'impression qu'il n'y en a plus, est-ce que c'est vrai? Le nombre de coups de fil que j'ai reçus pour demander, mais est-ce que c'est des chiffres traficotés ou pas, est absolument impressionnant. Il y avait deux indicateurs qu'on suivait et que je répondais systématiquement. C'est les cas graves. Quelqu'un a beau vouloir cacher qu'il est malade, à partir du moment où il a besoin d'oxygène, il a besoin de soins intensifs, il va à l'hôpital. Et de ce point de vue-là, il ne peut pas échapper au système de santé. Et cet indicateur a été suivi jusqu'à il y a 3-4 semaines. On fermait les centres de traitement parce qu'il y avait 1, 2, 3, 4 malades graves. Nous, on est en train actuellement de faire une étude pour la prise en charge des cas graves, un essai clinique. Jusqu'à il y a 3-4 semaines, on n'arrivait pas à recruter suffisamment de cas. Donc ça, c'est un indicateur important. Quand les gens sont sérieusement malades du Covid, ils vont à l'hôpital. Le deuxième indicateur, c'est qu'on teste beaucoup de voyageurs qui sont des gens asymptomatiques. Et on a pu voir, bien évidemment, dans ce groupe, il y avait de temps en temps quelques cas positifs, moins d'1%. Mais d'une manière générale, pendant toute la période où on avait une baisse, on remarquait que réellement, c'était pas, que cette tendance était valable, même si sur les chiffres, on peut dire qu'on est à 10% de plus ou de moins. Je ne peux pas dire qu'il y a eu des chiffres qui ont été trafiqués pour l'expérience du Sénégal que je connais un peu mieux. Et certains pays, parce que je suis ça par rapport à certaines responsabilités que j'ai au niveau continental. Donc, pour moi, ce travail qui est lié à la surveillance a été relativement bien fait, certes perfectible, mais je pense que les tendances, on peut avoir confiance. Parce que quand ça monte aujourd'hui, comme c'est le cas au Sénégal, on voit bien qu'il y a quelque temps, on avait beaucoup moins de cas et rien n'a potentiellement changé dans la façon de faire les choses. Excellent. Monsieur Sall, si là vous voulez réagir là-dessus, sinon la question. Non, je pense que comme l'a dit le professeur Sall, c'est vrai, il y a quand on est malade, on va à l'hôpital. Hein, quand on fait des tests pour voyager, on le sait. Bon, il y a des trucs tristes, je ne sais pas, mais en tout cas, je ne sais pas pour quelle fin. Et il y a également des indicateurs sociaux. Nous sommes dans des sociétés, quand on est malade, les parents viennent voir, il y a les décès, tout le monde le sait. Donc, même dans un quartier, tout le monde le sait. Donc, notre mode de vie, tout ça, c'est ça, quoi. C'est difficile à cacher. Donc, je pense que de manière générale, absolument, c'est ça, les chiffres, c'est ça la réalité. Excellent. Il y a quelques pays, il y a quelques pays africains qui disent, le Tanzanie a dit que ça n'existait pas chez lui. Bon, maintenant, aujourd'hui, il a dit qu'il ne croit pas au vaccin, qu'ils vont soigner par les plantes. S'il n'y en a pas chez lui, je ne vois pas pourquoi on soigne avec les plantes. Donc, ça veut dire qu'il y en a. Excellent. Il y a une question, effectivement, par rapport à la diaspora. On avait soulevé tout à l'heure son rôle. Et la question qui arrive est à propos de la réception de cette diaspora qui est bourrée de talent au pays. Parce que apparemment, il y aurait des personnes qui les qualifieraient de conspirationnistes. Donc, est-ce que c'est quelque chose de massif déjà, le fait que la réception de la diaspora puisse être discutable au pays vis-à-vis de la population ou vis-à-vis de certains cercles économiques? Enfin, en tout cas, moi, je pense d'expérience, je pense qu'il faut vraiment que les gens de la diaspora qui veulent rentrer avec des gens, parce qu'il y a des gens qui sont dans le pays, qui veulent que les gens qui ont été de la diaspora, qui sont dans le pays. Il y a des gens qui n'ont jamais quitté le pays, qui veulent que la diaspora vienne parce qu'ils en ont besoin dans leurs entreprises, dans ce qu'ils font, etc. Ou parce que c'est tout simplement des patriotes, ils ont besoin que toutes les intelligences du pays se massent ensemble. Il faut s'organiser. Il faut s'organiser. C'est vrai, il y a les structures multiréelles, tout ça, mais il faut s'organiser pour avoir une sorte de réceptacle de tout ça, des projets et des gens qui puissent s'organiser. C'est un parcours, je vous le dis, c'est un parcours du combattant. Moi, ça fait près de 2 ans que j'ai demandé tout ça. Il a fallu, j'ai eu ma licence pour l'ARTP, je l'ai eu, je pense, il y a 4 ou 5 mois, qui en fait que je suis obligé d'aller jusqu'à fin février pour maintenir les contrats que j'avais de trucs satellites.
Là où je suis dans les locaux, je sais qu'à la fin, je ferai tout pour montrer rapidement. Ils sont en train de monter une station de liaison bande C, c'est de grosses antennes comme ça. Vous ne pouvez pas les faire entrer dans le pays, passer les trucs de télécommunications, il y a des trucs de défense, etc. Donc, ça a pris du temps. À l'APIC, c'est allé assez vite, en 3-4 semaines. Mais en 3-4 semaines depuis novembre dernier, j'ai été obligé, tous les instruments que j'ai fait jusqu'à présent, je paye la douane, je paye tout, je paye les taxes. Parce que vous allez, la personne n'est pas là, on ne vous le signe pas, vous introduisez vos dossiers, vous n'avez pas le retour. Vos marchandises arrivent, c'est au port, plus vous les laisserez là-bas. Donc, c'est un parcours du combattant, il ne faut pas se leurrer, c'est difficile. C'est difficile, c'est le pays qui est comme ça, mais il faut se battre. Parce que ce pays est le nôtre, nous avons tous, je pense, devons contribuer et il faut absolument ne pas baisser les bras, s'unir, s'entraider. Et également, dans cette administration, il y a des gens qui sont très positifs. Hein. Moi, je suis rencontré des gens, lorsque vous leur exposez les choses, ils vous règlent vos problèmes. Comme le patron de l'ARTP, le nouveau M. Lee, que je n'ai jamais rencontré. Mais dès qu'il a su, lui, en 2-3 semaines, ça a été réglé, l'histoire de la station de liaison montante. Donc, je pense que vraiment, il ne faut pas baisser les bras. Il faut se battre. Cette intelligence, tout ça, nous en avons besoin. Comme nous avons besoin des gens qui sont là, il y a des gens, comme je le dis encore une fois, qui n'ont jamais quitté ce pays, qui sont là, qui sont des patriotes. Et ensemble, véritablement, mettre toute cette intelligence, toute cette dynamique pour avoir des projets dans le domaine de l'agriculture, des nouvelles technologies, de la santé. Je le disais tantôt, je pense, moi, je rêve véritablement d'avoir un plateau médical ici au Sénégal où des gens qui n'ont rien à voir avec la médecine peuvent venir investir. Ou plutôt que d'aller tout le temps se faire soigner en France. La pandémie nous l'a dit, nous l'a montré. Les gens qui allaient se faire soigner tout le temps, les évacuations sanitaires, tout ça, elles se sont faites de moins en moins ou presque pas. Donc, il est possible, avec tout ce que nous avons en termes d'expertise ici, si on consent à mettre les moyens dans ça, plutôt que de le mettre, c'est une sorte de priorisation dans les investissements et dans les projets nationaux, si on le met là où il faut, dans les projets de la diaspora. Également, je fais partie des gens qui militent et qui appellent à une banque des Sénégalais de l'extérieur, où également des gens de l'intérieur pourraient investir. Donc, si on prend rien que l'argent que les expatriés sénégalais envoient dans le pays, officiellement on dit autour de 1 000 milliards par an. Si au moment donné on prend 1% de cette somme, c'est 10 milliards. Et 1%, on le prend comment? On vous envoie 100 000 francs, au moment de, quand vous donnez 1% de 100 000 francs, c'est 1 000 francs que vous donnez. Et on le met. J'en avais parlé au président Macky Sall quand il est venu au Gabon, il a dit oui, il faudra l'étudier, etc. C'est intéressant, mais bon, après, on fait quoi? On avance comment? Et ces projets, je lui disais même par boutade, vous, l'État, vous vous occupez de mettre le cadre réglementaire, vous voyez, avec les dispositions de l'UEMOA et tout, mais vous ne nommez ni le président du conseil d'administration, ni vous ne vous occupez pas de la gestion. Et vous ne dites pas aux gens où il faut qu'ils mettent leur argent. Si ces 10 milliards servent à dire, voilà, nous pensons qu'on peut faire un plateau médical d'excellence qui permette aux gens de la Guinée, du Mali, de la Guinée-Bissau, de Côte d'Ivoire, plutôt que d'aller en Europe ou ailleurs, de venir se soigner à Dubaï ou en Inde, de venir se soigner au Sénégal, qui puissent venir le faire. Donc, je pense véritablement que c'est ce type de projet qu'il faut développer et c'est possible. C'est vrai qu'il y a énormément de questions. Ça va être très difficile de, de choisir, mais il y en a une pour vous, professeur. Il y a l'impression que la science, de façon générale, la médecine, la biologie, surtout, se vit en Afrique et au Sénégal en particulier entre des experts au niveau des instituts. Comment pourrions-nous faire pour vulgariser justement cette science et la ramener au niveau de la population pour les aider à se l'approprier? Donc, je pense que c'est une question duale pour vous deux, avec une optique à la fois médicale et une optique justement médiatique. Non, je suis tout à fait d'accord avec ce que cette question apporte et constate. Nous ne faisons pas suffisamment de vulgarisation et ça a deux inconvénients. Les gens sont très inquiets et ne savent pas trop ce qu'on fait. Et deuxième c'est que c'est parce que il y a quand même une certaine sacralisation à certains mandarins qui est peut-être liée à la façon dont notre élite conçoit un peu son rôle dans le milieu médical particulièrement. Je suis désolé de le dire pour mes amis et collègues médecins, où le mandarinat est quelque chose d'extrêmement important et qui fait qu'effectivement, nous ne vulgarisons pas assez. Ça a tendance à changer. Il y a de plus en plus de gens qui comprennent la nécessité et en plus, les gens se sont appropriés le monde médical. Aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, il y a un débat extrêmement actif où chacun y va de son idée.
et qui oblige justement les scientifiques à dire où est la vérité, comment les choses se passent, etc. Et donc, pour moi, c'est quelque chose d'absolument essentiel pour lequel les médias peuvent beaucoup aider, parce qu'aujourd'hui, il y a quelques séries télévisées, par exemple, il y en a une dont je ne parlerai pas particulièrement pour éviter la publicité, qui a beaucoup contribué à faire comprendre des éléments importants de la santé en matière de promotion de la santé à partir d'une série télévisée où chaque jour, quelque chose se passait. Et donc, par ces moyens de vulgarisation, beaucoup parler à la génération un peu des enfants et des adolescents qui sont extrêmement connectés et qui posent beaucoup de questions. Moi, dans ma famille, une des personnes les plus actives qui me pose le plus de questions est une de mes nièces de 12 ans. Passe son temps sur les réseaux sociaux et pose énormément de questions sur le corona, qui montre qu'il y a un canal. Et de ce point de vue-là, probablement, des opportunités que peuvent donner les médias et des gens comme Maktar sont réellement à travers quoi on peut résoudre ce type de questions. Monsieur Sylla, sur la question de la vulgarisation, pardon. Oui, en tout cas, moi, comme je dis, je vous fais peut-être une petite visite. Vous voyez, les locaux que je suis en train de truquer sur Dakar, donc, qui me permettent, aujourd'hui, j'ai la capacité de faire, s'il le faut, 8 chaînes thématiques TNT, de faire du doublage dans toutes les langues. Donc, les acteurs vocaux qui peuvent permettre d'avoir des opportunités également pour les jeunes, les studios qui sont en train donc, de se mettre en place, etc. Donc, vraiment, de manière concrète, dans une situation un peu d'action, d'être de mobilisation, de ressort, comme je l'ai dit. Donc, voilà, donc avec l'équipe dirigée par l'ingénieur intégrateur qui vient du Cameroun, qui travaille avec moi depuis près de 30 ans, avec Omalé, etc. Donc, voilà, donc tout se met en place. Et je pense qu'il y a d'autres expériences comme ça où nous devons jouer notre rôle. Donc, c'est comme ça que moi, je vois les choses. Et qu'on puisse avoir des chaînes thématiques, la chaîne santé, le professeur Servan en parle. On peut avoir des chaînes business. Je pense qu'on ne met pas trop l'accent sur des questions un peu de contenu autre que. C'est vrai, le divertissement, c'est bon, ok, c'est parfait. L'information de manière générale, c'est bon. Mais sur les chaînes thématiques, notamment le business, l'agriculture, la santé, la technologie, il faut avoir vraiment des espaces. Parce que si on n'arrive pas à faire ces batailles-là, mais ce seront toujours les mêmes contenus qui nous seront imposés. Et les contenus ne sont pas neutres. Comme je dis, les modes de domination aujourd'hui dans le monde, ce n'est pas seulement les armes. L'arme aujourd'hui, elle est intellectuelle, elle est culturelle, elle est audiovisuelle, elle est médiatique. Donc, voilà, il faut le comprendre et avoir cette plateforme. Encore une fois, je renouvelle mon invitation. J'aimerais avoir vraiment tous les trucs de diapo, même si c'est des 3 minutes. Je préfère mettre des spots de 3 minutes des gens de diapo, montrer ce qu'ils font, inspirer les jeunes, donner des vocations, que les gens, un chef d'entreprise peut en regarder ça, vous le voir et vouloir travailler avec quelqu'un d'entre vous, etc. Et le faire comme je le fais aussi avec d'autres Africains. J'ai fait passer des gens comme Didier à côté, Michel Sidibé, le professeur Sall connaît sans doute, Victor Gaye, qui est l'associé à Performance, etc. Beaucoup d'autres gens, mais vraiment Gilbert Acogny, Gilles Acogny, etc., Alain Foucault, plein d'autres gens. Et je crois que c'est cette dynamique-là, d'avoir une masse critique de contenu, de savoir faire, etc. Soyez moins timide, utilisez ces plateformes, faites savoir, et voilà, agissons ensemble. Excellent, c'est retenu. Cher, je ne sais pas combien de temps il nous reste ou je poursuis. J'ai vu qu'il y avait des questions du docteur Damien Sen, là. Exactement, j'allais passer là-dessus. Donc, docteur demande, a-t-on une idée de la séroprévalence au Sénégal? Quid de l'idée que le BCG ait pu protéger le Covid? Donc, je pense que c'est une question qui vous est destinée, professeur. Oui, pour la séroprévalence au Sénégal, il y a actuellement une étude qui a été faite à l'échelle nationale où des prélèvements ont été faits un peu partout et c'est en train d'être testé. Donc, je pense qu'on va avoir les chiffres précis en début d'année. A priori, d'ici une semaine ou deux, on devrait avoir une idée précise. À ce jour, il y a ça et là des chiffres qui circulent, mais rien de vraiment précis. Et donc, on devrait savoir d'ici le début de l'année prochaine. Par rapport au BCG, je pense que c'est une hypothèse qui a été évoquée dans un contexte tellement polémique. Je pense que l'essentiel des personnes ont abandonné cette idée aujourd'hui. Je ne pense pas qu'il y ait un élément qui puisse démontrer que cela a un lien avec le fait qu'en Afrique, on ne voit pas plus de Covid que ce qui est prévu. Excellent. Super.
Merci beaucoup. Henri, moi je propose, on avait prévu 1 heure, on a débordé de 30 minutes. Exactement. Parce que c'était vraiment passionnant. Merci beaucoup, Maktar, pour la visite. J'espère que je pourrai visiter physiquement. Absolument, je t'attends dimanche, lundi. C'est plus avancé que je pensais. Vraiment, félicitations. En vous écoutant, faut savoir que ça nous inspire énormément, tout ce que vous nous dites là, parce que voilà, on voit ça de loin et c'est vraiment un très, très grand plaisir. Moi, je tiens quand même à vous remercier tous les deux pour le temps que vous nous avez accordé et aussi, surtout, pour le fait que vous avez tout de suite accepté notre invitation. Pour nous, c'était, comme je le disais, une première de ce format digital, mais vu le nombre de questions et l'engouement, on arrive à 60 participants. Moi, j'ai rarement vu ça dans les webinaires auxquels j'ai assisté. Donc, je pense que le comité de pilotage va être motivé pour renouveler ça. Moi, je voulais remercier tous les participants. Il y en a qui sont connectés de la Gambie, des États-Unis, du Canada, d'Arcachon, de partout, du Canada. Vraiment, merci beaucoup. Je tenais également à remercier je vois quelques membres fondateurs là, de Espace Diapo. Je tenais également à les remercier parce que voilà, 15 ans quand même, c'est vraiment quelque chose. J'ai vu qu'il y avait, j'ai vu Momar, j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait Simon qui était connecté. Merci au comité de pilotage également qui a pris ce grand risque-là. Au début, quand on a parlé de webinaire, il y en a qui étaient sous la table, mais je pense qu'on s'en est vraiment bien sorti en attendant qu'on puisse reprendre nos super dîners à la Défense 2 fois par an. Voilà. Et merci aussi à tous les membres de Espace Diapo. Moi, je voulais quand même qu'on finisse par prier pour qu'on sorte de cette pandémie, parce que peut-être que ces prières vont également nous aider. Et je voulais également vous souhaiter de passer d'excellentes fêtes de fin d'année à vous et à vos proches, et surtout de conserver, comme l'a dit le professeur Ebatar, comme l'a dit également, de garder ces gestes barrières et de faire attention. Je ne sais pas si Maktar et le professeur, je préfère que ce soit vous, en fait, qui donnez un petit mot de fin plutôt que moi. Donc, je vais vous laisser la parole. Je ne sais pas si on va respecter le droit d'Enes ou pas, mais... Non, on fait l'inverse. Le professeur prend la parole. Surtout que je vais l'avoir comme prochain invité de Leader d'Afrique. J'ai instruit mes équipes qui vont l'avoir. Et je pense aussi que parmi vous aussi, il y a beaucoup de gens j'ai envoyé le lien, je pense, à la chaire, de partager avec les autres. Tous ceux qui pensent véritablement pouvoir être des pourvoyeurs de messages, qui veulent se soumettre à cette émission ou d'autres émissions que nous avons tête à tête d'autres, pourront être des invités. En tout cas, l'un des tout prochains sera le professeur. J'ai donné des instructions et mon directeur de la rédaction, le béninois Robert Adandé, prendra contact avec lui dès le début de la semaine prochaine. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci beaucoup à Cheikh et à l'ensemble d'Espace Diapo pour cette invitation qui m'a permis aussi d'échanger, qui m'a donné l'occasion de connaître Maktar, parce que même si je le connaissais de loin, ça m'a permis à travers la préparation et l'organisation de ce webinaire de le connaître mieux et de le rencontrer. Un grand merci à tout le monde. Ça me fait énormément plaisir de voir mon ami Momar maintenant sur la caméra. Comme je disais, est un plus que frère pour moi. Ma fille porte le nom de sa femme et son fils porte mon nom. Donc, ça veut dire les liens que nous avons, et j'ai énormément de plaisir à le retrouver ici, et de dire aussi par rapport au Covid que vraiment nous attendons énormément de la diaspora dans le post-Covid. Pour moi, c'est l'opportunité pour la diaspora. Après, le monde post-Covid va être un monde complètement différent. Et j'espère que ceux qui hésitent encore à contribuer, soit en revenant, soit en investissant, soit en participant, vont voir ces hésitations très vite à éliminer, parce que je pense que votre rôle est aux côtés du Sénégal, aux côtés de beaucoup d'initiatives ici qu'on ne peut localement pas tous bien évidemment mener à bien. Et votre place est ici, qu'elle soit physiquement ou de loin. Nous comptons beaucoup sur vous et vous remercie de l'excellente image que vous donnez du Sénégal. Le Sénégal a une très, très grande réputation, beaucoup liée à la qualité de ses ressources humaines. Et je pense que les gens d'Espace Diapo, tous les jours, montrent
comment le Sénégal a des fils et des filles dignes justement de représenter nos pays dans les hautes sphères de l'ensemble de ce pays. Et donc un grand merci à vous et un énorme privilège d'avoir eu l'opportunité de vous parler aujourd'hui. Merci. Monsieur Sylla. Bon, mais merci vraiment, je vous salue tous. Merci beaucoup. Le professeur Salah a tout dit. Merci beaucoup. Excellent. Juste pour vous dire que la vidéo sera disponible sur le site dans les prochains jours. Donc, pour ceux qui ont rejoint tardivement, voilà, ça vous permettra un peu de goûter à cette excellence de l'esprit qu'on a vécu pendant 1h30. Merci beaucoup à tous. Donc là, je vous dis au revoir à tout le monde, à moins que Cher. Ça va, les membres du COPIL? Excellent. Bah, merci à tout le monde et à très vite, on espère. Au revoir. Merci, au revoir.